Henri Levavasseur est docteur en histoire et linguistique, est un spécialiste des cultures germaniques anciennes et de la proto-histoire de l'Europe septentrionale. Il a notamment collaboré à la Nouvelle Revue d'Histoire. Il aurait dû nous parler aujourd'hui d'une anthropologie réaliste pour une écologie à l'endroit, mais il est retenu à l'étranger et c'est Pierluigi Locchi, membre du premier cercle de l'Institut Iliade, qui va lire sa communication. Bonjour. De vibrants appels à sauver la planète résonnent aujourd'hui de toutes parts. Ils ne sont dénués ni d'arrière-pensée politique, ni d'incohérence. Peut-on en effet dénoncer les ravages de la société de consommation sans renoncer au mythe du progrès et du développement indéfini? Peut-on déplorer les effets de la mondialisation sur l'environnement et prôner en même temps l'instauration d'une gouvernance mondiale? Peut-on s'opposer à la dérégulation économique libérale et vanter les mérites d'une vision libertaire de la société? En vérité, il n'y a pas d'écologie crédible sans une anthropologie réaliste. Il ne s'agit pas de sauver la planète. La Terre, plus ancienne que l'apparition de l'homme, pourrait fort bien subsister sans lui à l'avenir. L'enjeu est surtout de préserver les conditions d'existence de notre espèce, ce qui passe nécessairement par une réflexion fondamentale sur l'essence de la nature humaine. Tel est le socle sur lequel nous pouvons fonder une éthique, c'est-à-dire une manière spécifique de nous tenir dans le monde et de prendre soin de celui-ci, conformément à l'usage établi par nos aïeux. L'éthologie, science du comportement des espèces, nous apprend que l'homme n'est pas un être spécialisé. À la différence de l'animal, il ne possède pas les qualités innées qui lui permettent de s'adapter spontanément à un environnement spécifique. L'homme naît sans griffes, sans fourrure, avec des instincts peu développés. En contrepartie, son horizon se révèle moins limité que celui de l'animal, qui reste étroitement lié à son biotope. Comme le fait observer Konrad Lorenz, l'homme est un spécialiste de la non-spécialité, qui possède en revanche une remarquable capacité d'adaptation. Autrement dit, ce dont la nature ne l'a pas doté à la naissance, l'homme l'acquiert par l'apprentissage et par l'œuvre de ses mains. C'est ce que les Grecs nomment la technique. La mythologie grecque illustre parfaitement cette particularité qui représente à la fois une lacune et une force. Chargé par Zeus de répartir différents attributs parmi les animaux, le titan Épiméthée s'acquitte de cette tâche sans rien laisser d'utile aux hommes, qui demeurent vulnérables jusqu'à ce que Prométhée dérobe pour eux le feu divin. Le philosophe Arnold Gehlen s'inscrit dans le droit fil de cette conception antique lorsqu'il définit l'homme comme un être incomplet, inachevé à la naissance, mais, je cite, « ouvert au monde ». L'enfant, ignorant au berceau, apprend à dominer son environnement et à communiquer avec ses semblables grâce à l'enseignement des siens. L'homme est ainsi, je cite encore Gehlen, un être de culture par nature, par conséquent un être social. Le développement de notre intelligence est intimement lié à l'apprentissage d'une langue, elle-même héritière et porteuse d'une culture qui fonde notre vision du monde et structure notre pensée. Il n'y a donc pas d'état de nature préexistant à la société comme le croit Hobbes. L'espèce humaine n'est pas constituée d'individus abstraits, dotés de droits universels antérieurs à un contrat social, comme l'affirment les penseurs des Lumières. Au contraire, l'émergence d'une culture est toujours intimement liée à un territoire.
ceux qui impliquent la notion de frontière, de limite. Toute culture est le produit de l'histoire d'un peuple donné, c'est-à-dire d'un groupe humain particulier sur un espace géographique délimité. Frontières et limites ne doivent pas être perçues comme des carcans qui nous enferment, mais bien comme les conditions d'existence des cultures humaines dans leur diversité. De même, aucune culture ne se développe sans ordre social ni sans institution. Il s'ensuit, comme l'affirme Aristote, que la cité est au nombre des réalités qui existent naturellement et que l'homme est par nature un animal politique. Nous l'avons évoqué tout à l'heure dans le débat, l'homme n'existe pas isolément à la façon du sujet cartésien pour entrer ensuite en relation avec le monde. Il est façonné par l'héritage d'une culture qui le rend en retour capable de fonder son propre monde intérieur. Dominique Vénère nous le rappelle. Les hommes n'existent dans leur diversité que par ce qui les distingue, peuple, nation, culture, et non par ce qu'ils ont superficiellement en commun. Seule leur animalité est universelle. Cette conception réaliste de la nature humaine, fondée sur l'enseignement de la sagesse antique et les découvertes de la science européenne, y compris la plus moderne, se trouve aujourd'hui violemment contestée par les tenants d'une nouvelle vision de l'homme et de la société, profondément subversive en même temps que totalitaire. Au nom de la lutte contre toute forme de discrimination, les partisans de la table rase sont déterminés à déconstruire les catégories de l'anthropologie classique. N'hésitant pas à utiliser la pression médiatique et sociale, voire la contrainte juridique et étatique, ils entendent imposer définitivement le modèle de l'identité fluide, destiné à remplacer les familles naturelles et les peuples, entités jugées oppressives ou périmées. Dans cette optique, l'individu souverain doit pouvoir choisir son identité en toute autonomie, et l'ordre social n'a plus d'autre fonction que de garantir l'exercice du libre arbitre. Cette doxa s'applique d'abord au domaine de l'identité sexuelle. Elle postule l'existence de catégories de genre indépendantes des réalités biologiques. Et elle s'étend également au domaine de l'identité des peuples et des nations, réduite à une construction contractuelle arbitraire, dans laquelle le sentiment d'appartenance à une même communauté ethnoculturelle n'a plus lieu d'être. Cette idéologie mortifère se heurte cependant au mur du réel, tant à l'échelle de l'individu qu'à celle des peuples. Les progrès réalisés en matière de recherche génétique permettent aujourd'hui d'identifier les origines des populations à partir de l'ADN extrait d'ossements anciens. Les résultats de ces analyses indiquent que la plupart des peuples sont certes issus du croisement de différents groupes humains, mais selon des proportions qui confèrent à chacun d'eux une identité spécifique. Il est donc impossible de réduire l'histoire à un phénomène de métissage incessant. En ce qui concerne l'Europe, les paléogénéticiens ont mis en évidence la présence de 3 populations ancestrales. La plus ancienne est celle des chasseurs-cueilleurs autochtones, à laquelle se mêlent à partir du 7e millénaire avant notre ère des agriculteurs venus d'Anatolie, puis, à partir du 4e millénaire, plusieurs vagues de conquérants issus des steppes du sud de l'actuelle Russie. Ce sont ces derniers qui imposent partout où ils s'établissent la langue reconstituée sous le nom d'indo-européen, matrice de toutes les langues parlées jusqu'à aujourd'hui sur notre continent, à l'exception du basque et des langues finno-ougriennes. Depuis lors, aucun apport nouveau n'est venu modifier aussi profondément le patrimoine génétique et linguistique des peuples européens. Ce détour par la plus longue mémoire de l'Europe nous ramène directement au cœur de notre sujet. À rebours du fantasme de l'individu capable de s'autoconstruire, affranchi des conditionnements biologiques et communautaires, l'homme est d'abord, je le redis, un animal social et politique.
Sa nature profonde est déterminée par le double héritage transmis par ceux qui l'ont précédé. La langue et la culture, d'une part, le patrimoine génétique, d'autre part. À l'échelle collective, ce double héritage constitue l'identité d'un peuple, avec les mœurs et la vision du monde qui lui sont attachés. Cette identité n'est pas figée. Comme l'écrit Dominique Vénère, la tradition ne se réduit pas au passé. Elle est ce qui persévère et traverse le temps. Elle est un murmure des temps anciens et du futur. Elle est notre boussole intérieure. L'identité est donc ce potentiel qu'il nous revient de réaliser selon les modalités propres à chaque époque, afin d'entrer en résonance avec notre destin. Les peuples d'Europe sont porteurs d'un héritage ethnique et culturel spécifique. Ils sont fondés à transmettre cet héritage sur l'espace géographique qu'ils ont façonné à leur mesure dans le cadre civilisationnel qui est le leur, notamment à travers l'institution de la famille, gardienne de la mémoire et de l'hérédité. C'est ce droit fondamental que nous revendiquons pour nos peuples, droit fondamental que le pape François reconnaît volontiers aux Indiens d'Amazonie, mais refuse aux Européens sommés d'ouvrir leurs portes sans résistance. L'écologie bien comprise ne consiste donc pas seulement à protéger les espèces animales, mais également à préserver la diversité des peuples. Une diversité des peuples façonnée par des milliers d'années de longue patience, selon la belle formule de Jean Mabir. C'est en retrouvant une claire conscience de sa spécificité que l'homme européen pourra recommencer à cultiver une forme particulière d'excellence en conformité avec sa nature, en refusant cette métaphysique de l'illimité dont la démesure constitue le ressort ultime de la modernité. À l'appétit du toujours plus, l'homme enraciné oppose la logique du toujours mieux. Fidèle à une éthique en accord avec sa tradition, il cesse de regarder la terre comme un fonds inépuisable dont l'exploitation effrénée permet d'entretenir l'illusion d'une trajectoire de développement et de progrès infini. Faisons nôtre la parole du poète Hölderlin. L'homme habite en poète. Faisons nôtre cette parole, afin que le monde redevienne pour nous un espace sacré, où s'unissent la terre et le cosmos, les hommes et le divin. Car c'est seulement sur un tel socle qu'il devient possible d'élaborer une écologie à l'endroit, à même d'apporter une réponse à la hauteur des défis à venir. Laissons à Heidegger le soin de conclure. L'origine a fait irruption dans notre avenir. Elle y demeure, nous appelant de sa voix lointaine à rejoindre de nouveau sa grandeur. Mesdames et messieurs, je vous remercie.